Bonjour mes amis, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur la révolution agricole africaine. L'Afrique a vraiment besoin d'une révolution agricole pour résoudre ses problèmes de l'alimentation et de la sécurité alimentaire. C'est-à-dire un changement total dans la façon de concevoir et d'implanter des projets agricoles. Cette révolution est vraiment nécessaire en ce moment parce que malgré les terres fertiles, un bon climat et toutes les conditions nécessaires pour la croissance des plantes et l'alimentation des animaux domestiques, l'Afrique ne produit que moins de 9% de la production mondiale agricole. Alors que le produit interne brut de l'Afrique est constitué à 32% en Afrique. Alors l'Afrique doit prendre en considération que l'agriculture est une activité principale. Dans cette vidéo, nous verrons 5 points essentiels. Le premier point, c'est celui de comment comprendre le problème de la faim en Afrique. Au deuxième point, nous allons regarder les activités agricoles qui peuvent promouvoir la révolution agricole en Afrique. Troisièmement, on va penser à d'autres révolutions agricoles qui se sont passées dans d'autres continents afin d'y tirer des leçons. Au numéro 4, nous allons énumérer une liste des leçons tirées de ces révolutions et voir de quelle manière ces solutions peuvent être utiles à la révolution africaine. Et au numéro 5, nous allons conclure avec une stratégie pour commencer une révolution agricole en Afrique. Je m'appelle Ngandou Étienne de El Agrico-Millionnaire. Sans plus tarder, entrons en la matière. Je vous disais tout à l'heure que l'Afrique a vraiment besoin d'une révolution parce que tout ce qui a été fait jusqu'aujourd'hui ne marche pas. Alors il faut un changement total dans tout. C'est ça qu'on appelle une révolution. Et une révolution implique beaucoup de facteurs que nous allons énumérer avec vous, un à un, afin que nous puissions comprendre le problème de l'Afrique. Commençons au point numéro 1 qui consiste en la compréhension du problème de l'Afrique dans le domaine agricole. Ici, nous allons d'abord passer aux statistiques qui vont nous permettre de comprendre la situation que l'Afrique est en train de subir aujourd'hui. Au-devant de vous, il y a un tableau. Vous allez voir que les 10 premiers pauvres pays au monde sont des pays africains. Et ces pays africains ont leur revenu individuel annuel allant de 370 $ jusqu'à quelque part 700 $. Et ce revenu est très bas. Et lorsque nous analysons ces pays, nous voyons que la plupart de ces pays sont des pays africains de l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe. L'Afrique du Nord ne figure pas sur la liste de ces pays. Et ces pays sont, vous voyez en premier lieu le Burundi, nous avons l'Éthiopie, nous avons la Somalie, nous avons la République démocratique du Congo, nous avons tant d'autres pays, le Malawi, que vous pouvez regarder là-dessus.
Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire de ces statistiques? Parce que l'Afrique a des sols fertiles. L'Afrique a un climat docile, un bon climat pour la croissance des plantes. Il s'agit du climat tropical et le climat équatorial pour les pays qui sont à cheval sur l'équateur. Donc, au vu de toutes ces conditions qui sont adéquates pour l'agriculture et l'élevage, je pense que le problème reste au niveau des Africains eux-mêmes, au niveau de la mentalité. Les Africains que nous sommes devront penser autrement dans la façon de faire leur agriculture. L'agriculture est souvent considérée comme un métier des pauvres, alors que dans le monde, tous les pays qui sont dits développés aujourd'hui ont utilisé les fonds provenant de l'agriculture, qui est le premier secteur, le secteur primaire qui génère des fonds. Les Africains doivent cesser de penser que quelqu'un d'autre viendra d'ailleurs pour développer leur propre agriculture. Ça, c'est du point de vue mental. Nous voyons ce problème-là. Le deuxième problème, l'Africain est distrait. Dans cette distraction, il perd beaucoup de temps qui peut être utilisé dans les activités agricoles. Donc, l'Africain doit penser à utiliser d'une bonne manière le temps qui lui est imparti afin de faire les activités agricoles qui exigent un respect de temps. Voilà le premier défi de l'Afrique. Et ce défi, on peut aussi le considérer dans le sens que lorsqu'on veut commencer un business en agriculture, il y a 4 facteurs nécessaires ou importants. Le premier, c'est la connaissance. Le deuxième facteur, c'est la location, le terrain, l'acquisition des sols à cultiver. Le troisième, c'est l'argent. Le quatrième, c'est la motivation. Commençons par le deuxième facteur qui est les terres. L'Afrique a suffisamment de terres à cultiver. Nous apprenons qu'il y a 80 millions d'hectares qui sont inutilisés, qui sont prêts à être utilisés pour l'agriculture dans la République démocratique du Congo, pour ne que parler de ce pays-là. Il y en a d'autres pays qui en ont aussi. Alors, nous n'avons pas un problème de location, de territoire, de sol. Le deuxième facteur, c'est la connaissance. En Afrique, nous avons bien sûr des médecins vétérinaires, nous avons des ingénieurs agronomes formés en Afrique pendant plusieurs années, mais les résultats sur terrain sont négatifs. Alors, je peux déduire que cette instruction, cette éducation dans le domaine agricole n'est pas appropriée pour l'Afrique. À mon avis, si cette éducation était appropriée, l'Afrique ne produirait pas les résultats que nous avons en face de nous. Raison pour laquelle l'Afrique doit penser à refaire son système éducatif concernant l'agriculture et l'élevage. À mon humble avis, je pense que une formation rapide de quelques mois, 2 à 3 mois, suffit pour quelqu'un
d'être capable de diriger les activités agricoles, des projets agricoles, ne fût-ce que dans un domaine bien déterminé. Nous n'avons pas besoin de médecins vétérinaires, nous n'avons pas besoin d'ingénieurs agronomes pour pratiquer l'agriculture. Ils sont bons pour les recherches. Moi-même, je suis médecin vétérinaire, je suis ingénieur agronome. Ce n'est pas pour cela que je ne dois pas dire la vérité. Non. Nous avons besoin d'une formation rapide des moniteurs agricoles partout en Afrique. C'est là d'ailleurs que notre coopérative, Elagrico, intitulée Elagrico, élevage et agriculture en coopérative, a déjà confectionné des cours rapides de 2 à 3 mois dans tous les domaines possibles de l'agriculture afin que les Africains puissent s'y donner, non pas seulement les Africains, tous ceux qui sont intéressés à l'agriculture. Je vais vous laisser le link en bas ici pour que vous puissiez consulter notre répertoire des cours en agriculture et élevage. Nous passons au troisième facteur déterminant dans l'implantation des projets agricoles. Il s'agit de l'argent. L'Afrique attend que l'argent vienne d'ailleurs pour sponsoriser ou bien commencer des projets agricoles. Mais ceux-là qui viennent avec leur argent, où l'ont-ils eu? La solution est simple. La plupart des pays qui sont développés en agriculture ont commencé avec des coopératives. Des coopératives, ce sont des organisations simples au niveau de la base, au niveau des secteurs, au niveau des territoires, au niveau des provinces. Lorsque je faisais des recherches, je trouvais que en Amérique, il y a plusieurs milliers, autour de 20 000 grandes coopératives en Amérique qui engorgent les fermiers. En Chine, il y a environ 2 à 3 millions, si je ne me trompe pas, 3 millions de coopératives. Une coopérative, ce n'est pas seulement cette formule qu'on nous importe d'ailleurs avec plusieurs personnes, 50, 60, 70. Non. Une coopérative peut être constituée de 2, 3, 4, 5 personnes. Moi, personnellement, j'ai évolué en tant qu'éducateur de l'agriculture et de l'élevage pendant 25 ans en Afrique du Sud. Et c'est dans une coopérative de 5 frères qui sont des grands producteurs de maïs dans la province de Mpumalanga. Alors je sais de quoi je parle. Donc l'Afrique a besoin de former des coopératives, 2, 3, 4, 5 personnes qui ont les mêmes buts, les mêmes objectifs. Ils peuvent s'assembler, chercher à se procurer les moyens communs, tels qu'un tracteur par exemple, qui peut travailler pour tous les 5 ou 6 personnes qui sont qui sont ensemble dans une coopérative. Et ce sont des services communs qui peuvent aider les membres. Et ensuite, ils peuvent aussi cotiser et constituer un capital capable de les aider dans l'implantation de leurs projets agricoles. Parce que tellement les projets agricoles demandent de l'argent qu'une seule personne ne peut pas vraiment faire bien. Il faudra que cette personne soit dans un groupe, dans une organisation. Là encore, nous avons notre coopérative Elagrico qui assemble quelques Africains qui sont vraiment très motivés à faire l'agriculture. Nous en parlerons dans d'autres vidéos. Aujourd'hui, c'est la révolution agricole que l'Afrique a besoin aujourd'hui. Le quatrième point, c'est la motivation. La motivation est le quatrième facteur nécessaire dans l'implantation d'un projet agricole. Ici, je viens vous motiver. Je viens vous informer.
je viens vous éduquer qu'il y a beaucoup d'opportunités en agriculture en Afrique. Alors, seul, je ne peux pas vraiment apporter la motivation complète. Je sais qu'il y a des organisations non gouvernementales qui doivent aussi faire la campagne sur l'agriculture comme priorité, des priorités comme on a toujours chanté. Maintenant, c'est le moment de le faire, pas plus de chanter. Les gouvernements doivent aussi motiver la population à faire l'agriculture. Dans quel sens? Dans le sens d'implanter des projets dans les milieux ruraux, d'encourager les villageois, les agriculteurs, d'aller prendre des activités dans les milieux ruraux. C'est-à-dire créer des centres d'attraction. Il y a des pays qui ont déjà commencé cela. Je donne l'exemple de la République démocratique du Congo avec le développement de 145 territoires. Je pense qu'à partir de cette formule, on peut transformer ces territoires en coopératives. On peut former certaines coopératives dans les territoires. Avec ça, il y aura inverse. L'inverse va se produire. Au lieu d'avoir l'exode rural, il y aura maintenant l'exode urbain. Et cet exode urbain va permettre à ce que les gens puissent quitter les villes où il n'y a pas du tout d'activité agricole et se lancer dans les activités agricoles et dans les milieux ruraux. Et c'est ça, une révolution. Nous avons épuisé le premier point, disons, les 4 facteurs nécessaires pour l'implantation d'un projet agricole. Maintenant, nous revenons au challenge que l'Afrique a. Quels sont les défis que l'Afrique a? Le premier défi, lorsque vous regardez les pays qui sont les plus pauvres de la planète, ce sont des pays qui sont passés dans des guerres, une période de guerre. Lorsque nous voyons la Sierra Leone, nous voyons la guerre. Lorsque nous voyons la République centrafricaine, nous voyons une guerre. Lorsque nous voyons l'Éthiopie, nous voyons une guerre. La République démocratique du Congo, il y a guerre. Le Burundi également. Donc, les conflits sont à la base de ce problème de faim en Afrique. Les Africains doivent apprendre à taire les armes et commencer à se comprendre, à penser à comment travailler ensemble, si possible. Lorsque nous parlons de la révolution moderne, la première révolution moderne qui a commencé vers les années 1945, c'est-à-dire après la guerre mondiale, les Européens ont entamé une révolution agricole. Donc la guerre n'était plus une raison, ou en quelque sorte c'était plutôt une leçon pour qu'ils puissent s'élancer dans les activités agricoles. Donc nous devons apprendre à changer les attitudes des Africains entre eux-mêmes. La jalousie, le self-centered, c'est-à-dire l'égoïsme. Vous avez l'information en agriculture, donnez à votre voisin, même s'il produit quelque chose que vous avez dans votre champ, donnez-lui des informations parce qu'il y a vraiment intérêt à ce que, si vous voulez recevoir, vous devez d'abord donner. La loi du donner et du recevoir, bien sûr. Nous ne devons plus cacher les informations entre nous-mêmes, nous devons nous partager ces informations. Nous avons, après les guerres, nous avons aussi le changement climatique. Le changement climatique a imposé à la planète l'augmentation de température, on appelle ça global warming en anglais, et ceci a causé beaucoup de
tort parce que la température a augmenté. Il y a des régions qui sont obligées de vivre sous une température de 40 degrés. Or, les plantes, même des animaux, sont à l'aise entre 20 degrés Celsius et 32 degrés Celsius. En deçà ou au-delà de 32 degrés, les plantes commencent déjà à subir un stress. Je sais qu'il y a des plantes qui peuvent vivre en dessous de 20 degrés, mais ces plantes ne sont pas très nombreuses. Alors, ce challenge est un grand challenge parce que l'Africain, lorsqu'il confectionne son projet, il ne planifie pas bien. Donc, nous avons besoin de bien planifier, savoir que comme il y a global warming, il y a l'augmentation de température, nous devons avoir des dispositions pour protéger nos plantes, pour protéger nos animaux. Il y a aussi les mauvaises pratiques de l'agriculture. Ces mauvaises pratiques ont vraiment endommagé l'environnement. La déforestation, c'est l'une de ces pratiques. Le dépôt de plastique sur le sol en désordre cause une pollution. Et je pense que l'Africain doit commencer à penser autrement. Lutter contre la pollution causée par les plastiques. Planter les arbres au lieu de les détruire. Vous voyez, on dit que l'Afrique a des solutions à cette augmentation de température en entretenant les forêts et tout ça, mais aussi en plantant les arbres. Imaginez-vous si aujourd'hui, en Afrique, nous avons près de 1 milliard, comme on dit, mettons que la moitié des personnes, 500 millions, plantent chacun un arbre chaque année. Cela va nous amener à ce que nous avons 500 millions d'arbres chaque année. C'est déjà un grand progrès. Je suggérerais que l'Afrique puisse penser à vraiment mettre en pratique la plantation des arbres fruitiers et des arbres tout court. Et ceci peut nous permettre de créer des forêts communautaires qui vont empêcher la population d'aller dans la forêt et couper de grands arbres. Vous voyez, quand vous coupez un arbre, et cet arbre a pris 10 à 15 ans pour grandir, et que vous savez, lorsque on fait des recherches, un arbre peut produire, un arbre moyen, de l'oxygène nécessaire pour 60 à 100 personnes. Mais lorsque vous coupez un arbre, c'est-à-dire vous avez privé 60 à 100 personnes de l'oxygène nécessaire par an. Voilà le deuxième challenge qui est, le premier c'était les guerres, deuxième c'est le global warming, troisième les mauvaises pratiques, quatrième c'est la négligence. La négligence dans le système d'éducation. Donc, l'éducation agricole est très importante. Nos pays, les pays africains, doivent penser à réserver, comme on s'était entendu, comme on avait placé un standard d'au moins 13% de leur budget annuel pour investir dans l'agriculture. Sans cela, il est très difficile pour un pays d'avoir les infrastructures de stockage et les infrastructures
de transport. Vous voyez que parfois, il y a des agriculteurs qui ont des produits, mais qui ne savent pas les acheminer sur les lieux de vente. D'où une nécessité de construire des marchés internes au niveau du territoire, au niveau des secteurs, voire même au niveau des villages, avec un programme bien donné pour que celui qui a son produit puisse puisse l'écouler quelque part, en attendant que les gouvernements africains, pour certains, puissent se lancer dans la construction des structures routières, des infrastructures routières et infrastructures de stockage. Donc, ces infrastructures ne peuvent pas être construites en un jour. Ça va demander un peu de temps. Mais si la population est déjà active, elle a un moyen de revenu à propos de ces petites coopératives qu'ils auront à former, il y aura déjà un changement et cette population peut payer la taxe et cette taxe peut être utilisée par l'État pour construire les infrastructures. Parce que nous pensons toujours que c'est l'État qui doit venir construire, alors que nous, les privés, la population, c'est nous-mêmes l'État. L'État ne vit que l'État vit des taxes. Donc, n'espérons pas trop que l'État descendra dans un village pour vous construire une route qui va à votre champ. Non. C'est nous, les coopératives, nous regroupés dans les coopératives, qui devons faire ça. Voilà les quelques challenges que l'Afrique est en train de faire face. Il y a aussi les maladies des plantes, les maladies des animaux. Nous avons toujours pensé que les meilleurs médicaments viennent d'ailleurs, alors que la nature a tous les médicaments possibles dans les plantes. Ce sont des médicaments naturels. Que ce soit les pesticides contre les insectes ravageurs, ces médicaments sont trouvables dans la nature. Aujourd'hui, il est possible de fabriquer ces médicaments à partir des plantes et l'Agrico, notre coopérative, a un cours spécialisé sur la fabrication des pesticides à partir des produits naturels, à partir des plantes. L'autre problème, l'autre défi, c'est l'investissement. Je crois que nous avons déjà donné la réponse. L'investissement doit venir de l'Africain lui-même. Seul, il ne peut pas beaucoup faire. En coopérative, ils peuvent beaucoup faire. Parce que on a toujours dit que l'union fait la force. Voilà, nous avons compris maintenant le problème de l'Afrique. C'était le premier volet de notre exposé. Maintenant, nous passons au deuxième volet de notre exposé qui consiste dans les activités. Quelles sont les activités qui peuvent promouvoir la sécurité alimentaire ou bien sous la révolution agricole africaine? Je vais énumérer quelques activités en commençant par la formation agricole. Donc, l'Afrique doit revoir sa façon d'enseigner l'agriculture. Nous pensons qu'il est mieux d'avoir beaucoup de moniteurs agricoles au niveau des villages, des territoires, des secteurs, des provinces qui sont formés rapidement. Des centres de formation rapide en agriculture doivent être implantés urgemment à la base, c'est-à-dire dans les secteurs ou les territoires. Ça, c'est la première chose. Et cette formation doit être une formation pratique, pas une formation théorique qui prend beaucoup de temps inutile parce que l'Afrique n'a plus de temps.
Nous avons à passer à d'autres activités, ce sont les pratiques respectueuses de l'environnement. Ici, nous devons planter les arbres. En plantant les arbres seulement, en implantant des espaces de nurserie, en français c'est les sémoirs au niveau des secteurs, des territoires, les sémoirs des arbres, des semences qui doivent être distribuées aux villageois. Cette installation est impérative. Elle est impérative. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que l'Afrique est dépendante des semences qui viennent d'ailleurs. Nous allons en parler. Les autres activités que les États, les gouvernements peuvent commencer, c'est les infrastructures de stockage et les infrastructures routières. Il y a des pays, bien sûr, tels que l'Afrique du Sud, achètent des infrastructures. Bon, maintenant, ces infrastructures prennent beaucoup de temps. C'est la responsabilité de l'État, c'est la responsabilité des provinces, c'est la responsabilité des territoires et des secteurs lorsqu'ils ont un revenu et ils payent les taxes. La technologie. L'agriculture seule, appliquée avec des méthodes médiévales, anciennes, ne va pas atteindre la productivité nécessaire. Donc, nous avons intérêt à ce que la technologie soit implantée, surtout en ce qui concerne l'irrigation, parce qu'en Afrique, moins de 5% dans certains pays, les territoires ne sont pas irrigués. Alors, pour faire une bonne agriculture, l'agriculture commerciale, il faut s'assurer que vous avez une production toute l'année. Donc, cela est possible en faisant l'irrigation. Vous voyez, par exemple, cette année, nous sommes au mois d'octobre, novembre déjà, 2023. Il y a des régions où il n'y a pas encore eu de pluie, alors que dans le temps, les pluies tombaient déjà au mois d'août. Et on pouvait planter au mois d'août, généralement dans la première quinzaine du mois de septembre. Et de cette manière, on a une longue saison de plantation ou d'activité. Donc, on a à peu près le mois de septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, voire même mai. Donc là, nous comptons 9 mois d'activité agricole. Si on exclut les 3 mois de saison sèche ou d'hiver, si on peut le dire. Bon, aujourd'hui, déjà 2 mois sont déjà partis. Nous n'avons pas encore de pluies. Notre saison n'a plus 9 mois. Elle a 7 mois. Donc la saison d'activité agricole est réduite de 2 mois. Alors si on avait l'irrigation, on pouvait déjà commencer les activités à partir du mois d'août. C'est au mois d'août qu'on a la température favorable pour la germination des grains. C'est pour cela qu'on commence à partir de ce mois-là. Nous avons aussi au niveau de notre agricole un cours sur les pratiques, les techniques d'irrigation. Les techniques d'irrigation dirigées vers les agriculteurs, des petits agriculteurs. Lorsque je parle des petits agriculteurs, je parle de ceux qui ont 1 hectare, 2 hectares, et ça suffit. Ce sont les petits agriculteurs. Et vous ne pouvez pas vous imaginer que 1 hectare peut vous faire
un fermier indépendant, si cet hectare est bien ménagé, vous pouvez devenir indépendant. Vous pouvez vous suffire, vous pouvez avoir votre indépendance alimentaire, votre sécurité alimentaire. Alors, la technologie est très importante, donc nous devons avoir cette technologie. D'abord, l'accès aux grains de semences, l'accès à la formation agricole, et pour ajouter quelque chose à l'accès aux grains de semences, et c'est un grand défi aujourd'hui pour l'Africain, nous n'avons pas de grains de semences fiables. La plupart de ces grains viennent d'ailleurs, qui sont déjà des organismes génétiquement modifiés. Et ces organismes génétiquement modifiés sont très dangereux pour le corps humain. Et encore, ces grains de semences, lorsque plantés, les grains de pollen de ces plantes peuvent infester les autres plantes de la même famille sur un rayon de 50 à 60 km. Vous vous imaginez le danger que nous courons? Alors, il est très important que les Africains puissent commencer à développer leurs propres semences, collectionner et promouvoir nos propres semences. Nous avons eu un peu un laisser-aller à consommer tout ce que nous produisions. Aujourd'hui, il y a nécessité que nous fassions, que nous développions nos semences traditionnelles, voire même en créer des nouvelles en croisant des semences venant de plusieurs régions, de différentes régions, tout en faisant une sélection bien appropriée des semences. Alors, je disais, les activités nécessaires pour favoriser la révolution agricole sont l'accès aux semences, développées et originales, les pratiques respectueuses de l'environnement, la construction des infrastructures de stockage et l'implantation de la technologie. Je disais, la technologie est très importante parce qu'aujourd'hui, nous pouvons utiliser les drones pour pulvériser, pour détecter les pestes et pour prendre des photos qui peuvent aider à faire des opérations agricoles avec efficience, alors efficacité plutôt. Alors, c'est très important. Nous avons aussi à passer à l'autre activité, quatrième ou cinquième activité qui concerne à la résilience. Nos activités doivent être résilientes résilients face au changement climatique, face à la déforestation, face à la destruction du sol. Ceci se comprend mieux lorsque nous pensons à l'utilisation des fertilisants chimiques qui sont fabriqués dans les industries, qui sont des éléments minéraux, et ces éléments, lorsqu'ils sont déposés dans le sol, ils créent une acidité du sol, parce que ces éléments n'ont pas de radicaux organiques. Les radicaux organiques sont, par exemple, le sulfate, le nitrate, le carbonate. Donc, ce sont des radicaux qui ont dans leur composition des éléments tels que le carbone, l'oxygène, l'hydrogène et l'azote. Et ces éléments ont généralement un pH environnant 7. C'est-à-dire qu'un pH neutre. La plupart des plantes
poussent entre 5,7 pH jusqu'à 7. Il y a quelques plantes seulement qui peuvent pousser en deçà de 5,7, tout comme il y en a qui peuvent aller au-delà de 7, mais elles sont très peu nombreuses. Alors, pour résoudre ce problème, nous devons appliquer dans le sol des fertilisants naturels, organiques, préparés à partir des débris des plantes, des déchets de cuisine et la graisse qui est coupée. Donc, ça forme ce qu'on appelle le fumier. Et nous pouvons aussi utiliser les fumiers, les matières fécales des animaux qui sont mélangées aux débris des plantes. Tout ça, ça fait ce qu'on appelle un fertilisant naturel. Donc, nous devons avoir cette pratique-là. Nous devons la comprendre. Le financement est une autre activité. Nous devons nous organiser pour le financement de nos activités agricoles, bien sûr. Comment on va s'organiser? C'est dans la façon d'encourager les jeunes gens d'embrasser l'agriculture. Mais d'une manière générale, nous avons déjà répondu à cette question, c'est par la formation des coopératives. La formation des coopératives doit se commencer le plus vite que possible. Et le dernier point, parmi ces activités, c'est les marchés. Nous devons construire des marchés qui vont aider à l'écoulement des produits. Et les États, les gouvernements doivent aussi faire un effort pour créer des marchés pour sa population. Voilà ce que j'ai préparé concernant les activités qui peuvent promouvoir la révolution agricole. Et maintenant, passons aux révolutions agricoles qui se sont passées dans le monde, qui peuvent nous donner des leçons. Il y a eu plusieurs révolutions. Selon mes recherches, il y a à peu près 7 révolutions, dont la première révolution, c'est une révolution néolithique qui s'est passée il y a 10 000 ans. 10 000 ans. Cette révolution était une révolution sur toute la planète qui consistait en la domestication des plantes et domestication des arbres, des animaux, c'est-à-dire la vie sédentaire s'est installée. Alors, cette révolution a quand même résolu quelques problèmes d'accession à la nourriture, mais elle a créé la déforestation et l'érosion. Il y a la deuxième révolution qui est la révolution antique de la Mésopotamie, toute la région de la Méditerranée, qui a inclus même l'Égypte, la Chine, l'Inde. Et ici, il y a eu quand même une révolution qui a créé l'augmentation du rendement dans les projets agricoles. Il y a eu aussi l'augmentation de la population et le commerce a été inventé. Le commerce maritime à travers la Méditerranée. Troisième, c'était la révolution, c'était la même révolution, une révolution agricole médiévale qui se passait à la même période que la révolution antique. La révolution antique s'est passée 3000 ans avant Jésus-Christ jusqu'à 100 ans après Jésus-Christ. Et cette révolution a aussi inventé la charrue, l'utilisation du fumier, et comme je le disais tout à l'heure, le rendement, l'augmentation du rendement et l'augmentation de la population et le commerce. C'est la deuxième révolution. La troisième révolution, c'est la révolution agricole médiévale qui a commencé en Europe au Xe siècle. Et cette révolution n'a fait qu'augmenter le rendement, la création des centres urbains, le commerce était développé et la population
a commencé à former des centres urbains. C'était au Xe siècle jusqu'au XIIIe siècle. Et cette révolution se passait en même temps avec une révolution arabe dans le monde musulman. À partir du 8e siècle jusqu'au XIIIe siècle, là, on a introduit de nouvelles variétés de céréales, le riz, le coton, canne à sucre et les agrumes, les arbres, les agrumes. Et les sciences agronomiques et la chimie ont pris naissance. Voilà ces 4 révolutions qui sont passées dans le temps ancien. Et nous avons maintenant la première révolution agricole des temps modernes qui s'est passée en Europe et en Amérique du Nord vers le XVIIIe siècle au XIXe siècle. C'était une révolution des spécialités des cultures. Il y a eu de nouvelles plantes telles que la pomme de terre qui étaient introduites et les engrais ont pris terrain et la production a augmenté. Bien sûr, la mécanisation agricole a été inventée. L'utilisation des tracteurs, bien sûr. Et nous avons la deuxième révolution agricole qui a intéressé toujours l'Europe et l'Amérique du Nord. C'est après la guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale de 1945. Là, nous avons eu une concentration dans les cultures intensives et l'utilisation des herbicides, des pesticides et la biotechnologie a commencé avec la formation des organismes génétiquement modifiés. Et cette révolution, bien sûr, a provoqué une grande croissance des villes, une grande augmentation de production, de nourriture, mais elle a laissé beaucoup de problèmes sociaux, des problèmes d'environnement, avec l'utilisation des pesticides, des herbicides. Et enfin, nous avons eu une autre révolution qu'on appelle la révolution verte, qui était une révolution du XXe siècle jusqu'aujourd'hui. Nous sommes dans cette révolution. Elle a intéressé tous les pays du Sud. Je n'ai pas bien compris, quand on parle des pays du Sud, on voit des pays en voie de sous-développement. Alors que ces pays, qui sont appelés les pays du Sud, ont subi cette révolution. Ce n'est pas leur révolution, parce que les résultats négatifs sont beaucoup plus nombreux que les résultats positifs. Parmi ces résultats négatifs, nous avons la propagation des organismes génétiquement modifiés, les fertilisants qui ont créé des résistances, les pesticides qui ont créé des résidus dans le sol, la création des organisations telles que PAM, beaucoup d'organisations, des aides pour décourager certains de travailler. Et ces aides ont toujours existé, mais jusqu'aujourd'hui, la faim persiste toujours. Alors, c'est un problème. Et ce problème nous a poussé à penser que l'Afrique a vraiment besoin d'une révolution. Sa révolution est une révolution génératrice, une révolution de régénération, c'est-à-dire l'environnement est endommagé avec les pesticides, les organismes génétiquement modifiés. L'environnement est vraiment abîmé par la destruction de l'habitat des abeilles qui sont supposées faire la pollination pour nos arbres. Et la dépendance des pays africains, des pays du Sud, comme on peut dire, en rapport avec les pays producteurs de semences, la preuve est que lorsqu'il y a eu guerre en Ukraine, aujourd'hui, les pays africains ont souffert, ils n'ont pas eu de grains de semences, même pas de fertilisants. Donc, c'est une révolution très importante, une défense. Alors, après avoir passé en revue ces révolutions, quelles sont les solutions et les leçons que nous tirons? Les leçons que nous tirons sont que l'Afrique n'a pas encore connu sa propre évolution agricole. C'est pourquoi elle est toujours en retard, elle est toujours affamée. Nous devons commencer cette révolution le plus rapidement que possible. Cette révolution va commencer par vous-même et moi. Moi, je considère que je suis déjà dans la révolution en faisant cette vidéo et que nous avons déjà confectionné des cours rapides de formation dans notre l'agricole
coopératives. Je vais vous laisser le link. Cette révolution peut se commencer n'importe où en Afrique. Elle peut se commencer au Sierra Leone, elle peut se commencer en Afrique du Sud, elle peut se commencer en République démocratique du Congo et partout. C'est-à-dire, chaque pays va regarder ce qu'il manque. Si, par exemple, cette révolution doit se commencer en Afrique du Sud, il y a déjà des infrastructures, leur focus sera tourné vers l'éducation des populations sur les problèmes de l'agriculture. Lorsque cette révolution doit se commencer en République démocratique du Congo, qu'est-ce qu'il faut? Il faut la formation des coopératives, il faut la construction des infrastructures routières et des infrastructures de stockage, l'irrigation. L'irrigation en utilisant l'énergie renouvelable, l'énergie solaire, les pompes solaires qui peuvent être plongées en dessous de 100 mètres et tirer l'eau afin d'irriguer. Ainsi, chaque pays choisira l'activité prioritaire afin de commencer cette révolution. C'est tout ce que j'avais préparé aujourd'hui sur la révolution agricole africaine. Je vais revenir avec beaucoup d'autres vidéos. Pour le moment, je vous demande si ce contenu vous intéresse de vous enregistrer à notre YouTube channel pour que vous puissiez avoir la chance d'être notifié lorsque nous éditons une autre vidéo. Alors, je vous remercie de votre temps. Au revoir.